Marc Serron, Bonjour. comment ça va? Ça va bien. Ça va toujours, j'ai l'impression. Oui, oui. Toujours en forme. Oui, oui. Bon. Oui, oui. C'est un peu compliqué de Pourvu t'interviewer. que ça dure. Pourvu que ça dure. Comme je te le disais en antenne, c'est compliqué de t'interviewer parce que quand on discute avec toi, il faut faire des choix. Parce que tu as fait énormément de choses. Mais ici, dans cette émission, souvent on reçoit des rappeurs. T'en es pas un, mais tu as un lien avec le rap. Parce que tu as été beaucoup samplé dans le rap, etc. Donc c'est quand même une musique qui a... J'ai été samplé, mon premier sample date de 82 avec Run DMC. Le premier Run DMC. single hip-hop, c'est avec ma drums derrière. Donc ça a commencé tôt, quasiment au début du hip-hop. Mais récemment, il y a quelques années, en tout cas, tu as fait une collaboration avec un rappeur français. Et je voulais qu'on commence avec ça, parce que ça peut faire le lien aussi avec les gens qu'on reçoit souvent dans cette émission, c'est Laylo. Ça s'appelle Expérience, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Comment cette collaboration assez improbable sur le papier, mais qui en vrai a du sens musicalement, comment ça s'est fait? Je sais plus exactement si c'est pas mon label Because qui m'a demandé tu devrais le rencontrer. Je dis bah oui bien sûr, qui vienne prendre un café à mon studio ou un pot et en fin de compte il est venu. Ok. Donc le rendez-vous s'est fait. On a commencé à parler de plein de choses, de ci et de ça, d'une envie aussi bien de lui et de moi. On est tellement à 180 degrés quoi. Ouais. Et lui, il me disait constamment non, pas tant que ça, parce que l'hip-hop, moi je sais d'où ça vient, tatati, tatata. Bref, ça a vraiment bien collé. Et puis, je me souviens, je lui ai dit écoute, je te fais écouter des trucs, tu me diras ce que. Au moins me donner une direction. C'était votre première rencontre, ça? Ça, c'était notre premier après-midi. Ok. Il est arrivé à 14h, c'est arrivé à 14h, il est arrivé à pile à l'heure. Allez, à 15h, je commence à lui faire écouter des trucs. Et je fais écouter 2-3 trucs, et sur un instru que j'avais qui s'appelait Expérience, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, Expérience, il me demande de le remettre, il me fait « Oh là là, tu vois, c'est ça, pour moi c'est ça, c'est Ron. » Là, je pars en voyage, là. Ben, je dis, tu veux pas partir en voyage? J'ai une cabine de son derrière, j'ai un micro, il me dit, à ce point-là, j'écoute, on s'en fout, on n'essaye pas de faire quoi que ce soit, ni un hit, on s'éclate en musique, si ça t'éclate, vas-y, lâche-toi. Ouais. Bah écoute, ça a fonctionné, à 19h, le truc était fait, quoi, il était en boîte. Comme ça. Rencontre Absolument. à 14h, morceau Il a final. pondu sa top line et son texte avec son téléphone. On s'est vraiment entendu sur toutes les virgules, quoi. C'était super. On a sorti le truc qui a commencé à partir très fort. Manque de peau, 2 semaines après, Covid. Oui, c'est 2020. Ouais. Mais pourtant, on a fait quelques millions de streams. Hein, et le feedback était excellent. Moi, je suis très, très content de cette collab. À un point que je lui ai demandé, tu veux pas... on n'a pas le Covid, là. Tu veux pas, je fais mon répertoire en symphonique. Ouais. Pas d'arrangement symphonique, les arrangements originaux. Par contre, Expérience, tu veux pas, j'ai pas de guest. Il me dit non, à ce point, ben, je lui dis à ce point, dis-moi si tu me dis oui, je vais bosser une version. Et je te l'envoie, puis après tu me dis. Donc il m'a dit, ben ouais, bien sûr, il sort son album en avril, donc il me dit, j'ai un trou, bien sûr je peux y aller là. Et je lui ai fait une version que je trouve magnifique, qui a été surtout arrangée symphonique par Randy Kerber, qui est mon chef d'orchestre. Oui, avec qui tu travailles depuis longtemps. Qui est brimé parce que je veux mes arrangements originaux. Donc il ne peut pas s'exprimer, si ce n'est que d'harmoniser le mieux possible dans l'écriture de ses cordes et ci et ça. Mais je veux que ça reste... Sauf que Expérience, je lui dis, écoute, je commence... Tu fais un arrangement, et il a fait un boulot magnifique. Donc, Laylo, il est venu chanter, et c'est top. Randy Kerber, pour info, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé sur plusieurs... qui travaille avec toi, mais qui a travaillé sur des gros films comme Titanic, comme Forrest Gump, enfin j'en oublie, mais c'est quelqu'un qui a... 4 fois oscarisé, voilà. c'est un grand co-chef. Voilà, il a un petit pédigré. Et on est copains, de temps en temps, je lui faisais des drums, je voulais un super clavier sur des titres, il me l'a fait. Ouais. Et puis le hasard fait... ma vie est jalonnée d'opportunités, il faut les reconnaître. Ça, tu disais ça dans une interview, pardon, parce que tu disais que ça venait de ton père. Tu disais que ton père, il t'a toujours dit qu'il faut se tenir comme si on est sur le quai de la gare. Absolument. Et en fait, comme si on allait toujours prendre le prochain train. Et donc, c'est un peu ça ta vie, quoi. C'est des opportunités C'est bien que tu dis ça au début de l'interview, parce que le temps qu'on va passer ensemble, je suis sûr que je vais avoir 3-4 exemples de dire ce que ça veut dire. Être sur le quai de la gare. Et on va pas te téléphoner pour te dire il arrive à quelle heure. Et si tu te dis, surtout, dis sur le quai de la gare, t'es toujours qu'est-ce que je fous là, quoi? Ouais. J'attends quoi?
Qu'est-ce que je fous là? Ben, c'est que t'as pas à y aller, t'as raison, ça veut dire que t'y crois pas vraiment. Je reviens juste parce que je parlais de sampling, et après, bien sûr, on va revenir sur certains morceaux marquants de ta carrière, certains albums même marquants, mais tu sais, t'as été beaucoup samplé, tu l'as dit, dès 82 par Run DMC. C'est tout un sujet, d'ailleurs, aujourd'hui, on sample un peu moins. Enfin, ça existe encore, mais un peu moins dans le rap pour des raisons de droit, pour des raisons financières. Comment toi, t'as pris ça au début? Parce que t'as été vraiment, j'encourage tout le monde à aller sur whosample.com par exemple, et vous tapez juste Céron. Tu tapes Céron sample, voilà, c'est n'importe quoi. Et comment t'as pris ça au début? Est-ce que t'as vu ça comme un truc cool, un hommage, une rentrée d'argent potentielle, du plagiat? Au début, il y avait beaucoup de discussions là-dessus. Comment tu l'as vécu, toi, au départ? Alors, pas d'argent, comme je te disais juste avant, cause à effet. J'essaie d'être cause et pas effet. Donc là ça n'a jamais été l'argent, ni les modes, et j'en ai vu passer des modes. Hein. Je n'ai jamais collé, j'ai jamais cherché d'aller faire un hit, de passer en radio, d'être dans la lumière. Ouais. Quand je vais, en principe, dans les médias, c'est que j'ai quelque chose à vendre, mais j'y vais pas pour avoir de la lumière. Donc, c'est pas du tout l'argent, compte tenu que j'ai réagi, 15 ans après, Très 20 tard, ans en après. fait. Ouais. On DMC, j'ai pas bougé, j'y croyais pas. Hip-hop, c'est quoi ce truc-là? Absolument pas. Le nombre de samples que j'ai pu avoir. En plus, c'est tombé dans une période où j'étais dans le créatif, dans l'artistique, mais je produisais des gros événements. Oui. Donc, j'étais pas dans ce monde. Je faisais pas des albums à ce moment-là. Music industry, j'étais pas là-dedans. Et on me le disait. En plus, j'ai un fils qui est né à Los Angeles et qui est toujours là-bas et qui est bien dans la musique. Il est producteur aussi. Il me disait, papa, tu peux pas laisser faire ça. Il y a un tel et de Pink et de machin et de Lionel Richie. J'en ai eu dans tous les sens. Ouais. Et jusqu'au jour où Bob Sinclair, en fait, c'est arrivé à un mois ou deux près. J'ai eu Bob Sinclair et Paul McCartney qui le font officiel. Okay. Paul McCartney qui viennent te voir, ils te... Non. Enfin, ils t'écrivent un courrier. McCartney m'a envoyé une belle lettre avec papier gaufré, Sir McCartney, avec un CD dedans, me disant que ses équipes avaient pris ses ACAP de Good Night Tonight de Wings et mon instru de You Are The One. Et ils ont fait un truc, si ça te plaît, moi je trouve que c'est pas mal. Si ça te plaît, on fait simple, on fait 50-50 sur tout. Je me dis, tiens, il a un barème. Et donc j'écoute, c'était magnifique. Évidemment, je dis oui, je fais passer à la maison de disque, machin. Et après, Bob Sinclair, mon fils, me dit, copain avec Bob Sinclair, il me dit, écoute, voilà, il fait ça, il a une idée d'un titre, c'est pour son single, son premier single. Est-ce que tu veux pas lui parler? Je dis, écoute, tu lui files mon téléphone, qui m'appelle. Bref, on se parle. Et je lui dis, pourquoi pas, voir ce que tu veux faire, d'un titre qui s'appelle Look for Love, c'était pour I Feel For You, qui a été un hit planétaire. Ouais. Et il m'envoie ça, je rigole, je dis, écoute, t'as une top line. Non, il n'y avait pas la top line encore faite. Je lui dis, écoute, ça sonne tellement ce que je faisais à mes débuts. Si ça te dit, tu viens me rejoindre à Los Angeles, j'ai mon studio, j'ai mes choristes, au moins tu vas sonner Céron, quoi. Et il m'a dit, c'est génial et tout. Il est venu, on l'a fait, toc, ça a été un hit. Et j'avais vraiment beaucoup de samples. Donc il m'associait à des hits nouveaux. Bien sûr, tout à fait. Et là, la maison de disques avec qui j'étais à l'époque, c'était Universal, Pascal Nègre, n'arrête pas de me dire, viens, on sort, on en profite, on sort un best-of et tout. Je suis pas là-dedans, on va en vendre 12, j'en ai rien à foutre. Laissons faire, là, ils sont en train d'exploiter le catalogue. Ouais. Laissons faire, on rattrape tout, les Daft, on a tout rattrapé. Ouais. Enfin, tout ce qui était important. Oui, ce qui valait le coup. Ce qui a valé le coup. Ouais. Et en fait, à un déjeuner, en parlant avec Bob Sinclair, je lui ai dit, écoute, tu veux pas me faire un set? L'idée est partie comme ça. Tu veux pas me faire un set chez toi devant ton ordi, comme si tu étais dans un club, tu es devant ton ordi, que du Céron, pas de remix, les originaux, puis tu me fais un set d'1 heure, 1 heure et demie. Il me dit, ouais, je te fais ça, c'est cool. Il m'envoie ça, vachement bien. Vachement bien. Là, Pascal me dit, il faut un single. Donc, je reproduis, moi, à Los Angeles, où les gens ont cru que c'était un remix, mais c'était une nouvelle prod. Give Me Love, et c'est le seul multipiste dont j'ai perdu les stems. Donc, on reproduit, on sort le truc. Boum! Ouais, là, c'est énorme. Ça réveille. Ouais. Donc, je viens un peu en France. Universal vient d'acheter l'Olympia.
Donc je dis à Pascal Net, tu veux pas me le passer, mais on fait la plus grande discothèque d'un soir. On ouvre à minuit, on n'ouvre pas dans oui. On fait un carré VIP, on fait un club quoi là-dedans. À l'Olympia. À l'Olympia. Et on le fait, c'est un carton. Même une belle surprise à ce moment-là. Je me souviens d'avoir parlé lors d'un dîner avec Nile Rodgers à New York. Et il s'est parlé avec mon équipe. Et je suis en train de jouer, je sais plus quel titre. Et là, j'entends une guitare dont j'ai pas l'habitude, quoi. Oui. Et c'est Niles, c'est un sample. Il y avait mon fils qui était en DJ, je lui dis tiens, il est en train de m'envoyer le sample. Non, c'est Niles qui est venu. Incroyable. En surprise, c'était top. On l'a fait 3-4 fois. Ouais. Ça m'a pas empêché après de rester dans l'univers et les connaissances que j'avais, que ce soit préfectoral, parce que quand tu fais des gros événements, tu es obligatoirement connecté un peu politique, un peu culture, un peu préfet. De me faire un kiff, je suis passé avec ma femme un dimanche, ça c'était en 2004. Donc on fait les 2002, 2003, on fait les Olympiades. 2004, un dimanche, je me balade avec ma femme devant le château de Versailles. Je me dis, je ferais bien un concert là. Elle me dit, voyons. Le lundi, j'appelle, je commence à appeler préfet, tous les gens que je connais, savoir s'ils me suivraient. Version côte, ils m'ont suivi, on a fait 100 000 personnes, ça a été un énorme truc. N'importe quoi. Ouais. Encore des paris J'ai fous. même eu d'ailleurs le lendemain, je me suis démerdé, Jacques Lang, qui était le représentant du Live 8 pour la France. C'était un peu les guéguerres entre gauche-droite en France. Et il m'appelle, il me fait, t'aurais pas une... Je l'ai connu à l'époque du bicentenaire. Oui. 89. T'aurais pas une idée Et je lui dis, écoute, la seule idée, c'est quelle date? Il me dit le 3 juillet. J'écoute, moi je suis le 2 juillet. Je voulais pas être un 14 juillet. Je voulais que ce soit ma date. Donc moi, c'était le vendredi. Et lui, c'était le samedi 3 juillet. Je lui dis, la seule chose que je peux faire, c'est demander à tout... que ce soit préfet, la mairie, la culture, tout, la direction du château. Au lieu de démonter la prod dès le lendemain, si on peut décaler d'un jour et on reçoit le Live 8, qui est une belle cause quand même. On a réussi, donc on a fait le Live 8 sur ma scène le lendemain. Incroyable. Là, on est sur presque pas une troisième partie de carrière, je devrais dire, peut-être même une quatrième déjà quand on parle des années 2000, mais il y a le moment où tu produis des gros événements. Il y a effectivement cet épisode dont on a déjà un petit peu parlé avec Bob Sinclair, qui relance aussi peut-être quelque chose, au moins médiatiquement. Au niveau du loin de la France, ouais. Exactement. Mais, tu vois, tu parles de Bob Sinclair qui fait un set, etc., avec ta musique, et c'est vrai que c'est intéressant. Il y a 25 ans, ça. Hein. Oui, ça date déjà, mais... il y a quelque chose, et on a déjà beaucoup raconté à quel point, bien sûr, tu es un des pères du disco, donc un genre musical qui n'existait pas avant, et un genre musical qui a été fait pour les clubs, en fait, pour ce qu'on a appelé les discothèques par la suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, en fait, tu décides de faire de la musique pour danser, en fait. Parce que aujourd'hui, ça existe sur tous les albums, et c'est une évidence de faire un morceau dance floor. Comment toi, t'as ce truc-là à l'époque? Je vais essayer de te donner la version la plus courte. Alors, déjà... on va citer le lieu. On est dans une période 70s. On est milieu de 70s où tout est un peu permis. On a eu nos grands frères et nos grandes sœurs qui ont fait la révolution culturelle. Après, les autres, ils ont fait le Peace and Love, la pilule qui arrive. On est dans un contexte un peu... faut que ça bouge. Ouais, libertaire et un peu... Vous avez envie de changer les choses. En plus, artistiquement, on est plutôt dans un contexte de... il faut tout faire pour éviter de ressembler à l'autre. Donc ça donne de l'audace. À l'époque, les clubs, les nightclubs, on appelait ça les nightclubs. C'était des endroits où les DJ diffusaient que les hits qu'ils entendaient en radio. Les gens aimaient danser sur du Claude François, sur du Joe Dassin. Je te parle au niveau de la France. Hein. Et c'est partout pareil dans le monde. Moi, je viens d'un groupe qui s'appelle Congas. C'est un peu mon ADN. C'est là où j'ai appris beaucoup de choses, la scène, ici et ça. J'ai surtout appris un truc incroyable. Il est rare de trouver un style musical aujourd'hui qui ne l'utilise pas. Si j'ai amené quelque chose à la musique, c'est ma façon de jouer de la batterie. C'est le pied tous les temps. Ça de Charlet, l'afterbeat. Et j'ai appris ça avec Congas quand il y avait 2 percussionnistes pour qu'ils partent en solo, 2, 3, 4, 5. Des fois, ça durait 7 minutes. Et on mettait le feu sur ce passage. C'était que de la perque, des solos de perque à la Santana, si tu veux. Et moi, il fallait tenir, c'était difficile, mais je tenais. J'ai arrêté le groupe au bout de 3-4 ans. Trop de tournées, trop. Je suis resté 1 an à faire autre chose. À monter une boîte, notamment. Import musique. Oh, ça, c'était Import musique. Ouais. Ah, bravo. J'ai fait de travailler un peu. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Il fallait quand même que je bosse.
je suis quelqu'un d'actif, je peux pas, même si j'avais un peu économisé avec Congas, il fallait que je fasse des choses. Donc j'ai monté un magasin de disques pour rester dans la musique. Ouais. Et j'ai monté un magasin qui s'appelait Import Musique. Donc comme son nom l'indique, import. Donc Des je fais vinyles. plutôt des deals avec des Anglais et des Américains grossistes pour avoir des trucs 8, 9, 10 mois, voire un an avant que ça sorte par les majors françaises. Et puis je sens les sons, je sens les trucs et tout. Puis la musique me manque. Donc je décide. Mes magasins fonctionnent. En un an et demi, j'en ai 5. Et dans les centres commerciaux, donc c'est des grosses surfaces. C'est plus les disques qu'on vend autour des moulins à café. C'est sur palette. Enfin, Les gens allaient dans des magasins presque comme s'ils allaient chez le grossiste. Et là, j'ai envie de faire un dernier album. Un album. Pour conclure, allez, voilà. Ouais. Il semblerait que dans le business, je suis pas mauvais, donc je vais continuer, quoi. Me disais-je À ce moment-là, l'époque. tu te dis presque que tu vas être chef d'entreprise toute ta vie, et là tu fais un album pour te faire plaisir, quoi. Ça roule. j'aime bien, Ouais. je suis pas trop mauvais. Ouais. C'est On fou, me fait quand même, de dire confiance, donc j'y vais. Et je fais un album. Qu'est-ce que je fais déjà? J'appelle un mec qui faisait les textes, Alec Constantinos, qui faisait les textes de Congas. Je l'appelle, bref, on monte le projet d'aller à Londres, d'enregistrer l'album. De quoi je me rappelle en premier? C'est de ce fameux beat. Et je dis, on va faire un truc sur 20 minutes, 10, 12 minutes, peu importe, on verra l'intérêt. La longueur discutera, sera discutée par rapport à l'intérêt. Et il me présente un arrangeur génial qui s'appelait Raymond Lonès, dit Donneray. Enfin, je vais produire un album après. Et j'arrive avec des cordes, enfin des albums de Barry White pour avoir les sons de cordes de Barry White, des cuivres à la Chicago qui harmonisent d'une manière. Je découvre. Je me rends compte le mec qui fait les cuivres de Chicago, il a une sonorité. T'as raison, c'est lui qui a fait tous les cuivres de Earth, Wind & Fire, tous les cuivres de Jackson, tous les cuivres de Kool and the Gang. Enfin, je sens pas c'est les meilleurs. Et les miens pendant des années. Et puis voilà. Et il n'y a pas de chanson. C'est du son pour les discothèques. Oui. Ouais. Même Malek, tout le monde me prend pour un taré. Mais bon, c'est mon problème, je paye, voilà. Même en studio, quand j'enregistre, les mecs, c'est quoi ce truc? À un tel point que je complexais. Le morceau est long en plus. Enfin, tu fais des morceaux de 15-16 minutes. 16-30. À un tel point, c'est qu'à Trident, quand je termine l'enregistrement. Trident, c'est à Londres, pardon, pour les ceux qui ne connaissent pas, Trident, c'est un studio à Londres. Studio à Londres, voilà. Où il y avait Elton qui enregistrait, il y avait Peter Gabriel avec Genesis, il y avait le studio de l'époque. Ouais. Avec l'ingénieur qu'il fallait. Moi, venant de Congas, le premier lundi, quand je rentre dans le studio avec 2 petits Eraton, 2 petits haut-parleurs, je dis, moi, je bosse pas là-dessus. Donc, je fais livrer une tour de chaque côté de son à la scène, quoi. Comme sur scène. Oui. Et je passe une journée avec un clic, tu sais, dans le casque, et mon pied. Et au bout de X secondes, tu finis comme ça. Donc, j'ai t'arrêter. À l'époque, c'était des bandes. Bref, je mets une journée où les mecs ont entendu, avec ces gros sons, boum, 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 dans le studio. Au bout de 15 jours, à peu près, ça a pris pour enregistrer cette phase de la Vinci Minor. Pas complexé, mais je sentais bien que les mecs, ils disaient... Il est des fous. On me vendait plus à l'époque. Ouais, mais c'est un mec, il a une chaîne de magasins, tu vois, donc il se mettait en réserve de pas trop critique, parce que... Mais pas du métier, quoi. Ouais. On ne prend pas pour un artiste, quoi. Et là, Quai de la Gare, premier exemple que je vais te donner. Et là, il se passe un truc... Je décide de faire écouter au mix et d'inviter tout le monde, boire un pot, un verre et tout, et les petits gâteaux, et tout. Et beaucoup viennent. Et mes 3 choristes, qui étaient les 3 choristes stars d'Elton aussi, qui étaient Madeleine Bell, Sue Glover, qui est Garner, qui étaient les stars de voix du moment. Et on démarre le mix. On entend d'ailleurs les verres. Et les on gens démarre qui le mix, je leur dis rien. C'est pas mon idée, c'est la leur. Elle commence à faire des gémissements, des machins, et ça. Moi, je regarde l'ingénieur qui était en hauteur, je lui fais, tu me shoots ça. Oui, parce qu'il y a un truc un peu érotique dans le morceau. Ouais. Et c'est elle qui l'ont improvisé, ça. Mais complètement, je te promets. Okay. À la fin, je lui dis, pourquoi vous avez fait ça? Elle me dit, attends, on a fait ce que ta musique, c'est un voyage. Donc, tu nous as transportés dans un truc, c'est tellement sexy ton truc. Ouais. Oh, le lendemain, on écoute. Et là, je me dis, merde, il y a peut-être un truc, là. Il y a peut-être le train qui passe, là. Et ça a été le hook
de Love in C Oui, de Minor, bien morceaux. sûr. Et c'est ton premier Involontaire. carton solo. Voilà. Ouais, ok. Évidemment, cet album, c'était pas le dernier, puisque je suis au bout de 50 ans en train de t'en parler. Mais alors, parce que tu as mentionné Congas. Alors, c'est une histoire que tu as déjà racontée, mais en gros, hein, tu vas à Paris, tu dors chez une fille qui travaille au Club Med, si je ne dis pas de bêtises. Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise. Hein. Elle part pour une saison au Club Med, toi tu fais la gueule, t'es une soirée là-bas, il y a Trigano qui est le patron Club Med qui te voit, qui dit mais pourquoi tu fais la gueule toi en fait? Ce soir-là, je lui dis, moi je fais de la musique, c'est à vous, pourquoi vous faites pas de la musique? Si on pouvait faire de la musique dans les clubs, ben bien sûr je viendrais. Elle me dit comment on ferait, dis-moi. Ben, facile, on prend un répertoire, on prend 10 bassistes, 10 claviers, 10 batteurs, on les fait répéter, Ouais. et on les envoie. Il me dit, tu saurais faire ça? Oui. Il appelle un mec qui me présente, bref, le truc se fait, je deviens pendant un an et demi directeur artistique, chef d'orchestre, peu importe. Et après, je quitte le club parce que j'ai pas l'intention de devenir chef de village. Ouais. Mais par contre, je sélectionne Voilà. les meilleurs musiciens Et c'est là que Congas se crée en fait. pour créer Congas. Et là, le hasard fait aussi qu'on rencontre 2 percussionnistes qui jouaient ensemble. C'était un groupe duo, si tu veux. Ouais. Et qu'on prend dans le groupe. Et du coup, ça devient Congas, ça devient de l'afro-rock. Oui. Et ça a été... c'est de là où j'ai tout appris, quoi. Oui, oui. Parce que ce côté aussi, même, tu sais, intérêt pour la musique afro, etc., c'est quelque chose que tu as toujours eu, ça. En fait, depuis Congas jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est des choses que tu écoutais à la maison? J'ai fait plein de prod sous le nom de Congas, dans des brigades mondaines, des musiques de films, j'ai même plein de samples là-dedans, les gens découvrent ça. J'en ai eu un gros l'été dernier avec Jamie X. Bien sûr. Où on a cartonné dans... Ouais. D'où ça te vient cet intérêt pour cette musique-là? Est-ce que c'était des choses que tu écoutais à la maison, peut-être, ou non? Alors, je pourrais te dire autre chose. D'où vient l'idée de ma mère me dit, si tu te concentres un petit peu plus à l'école et que tu arrêtes de te faire virer, pour te canaliser, je t'achèterai une batterie à la fin de l'année scolaire. J'avais pas l'idée de faire de la batterie. Oui, tu t'en foutais. Tu as jamais dit, maman, je veux faire de la batterie. Je sais pas que je m'en foutais. J'avais la tête en rien, quoi. Comme les mômes à 12 ans. T'as envie de faire quoi plus tard? Moi, j'ai envie d'être pompier ou... Oui. Ou m'occuper d'être vétérinaire, tu sais. Voilà. Et donc, oui, donc, elle m'a présenté mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur pote, avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie. C'est la batterie. C'était quoi tes influences à l'époque? Quelle musique? Parce que moi, j'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un qui a été aussi bercé par la musique noire américaine, plus que par la chanson française de l'époque. Peut-être que je me trompe. Même aujourd'hui. Hein, oui, exactement. C'est toute ta musique. De toute façon, je pense qu'il y a plein de gens dans le monde qui savent pas que tu es français, en fait, quand ils écoutent tes albums, etc. C'était quoi ce que tu kiffais quand tu étais jeune? Qu'est-ce qui t'a marqué? J'ai repris l'exemple de ma mère. Pourquoi ça? Pourquoi la musique africaine me fait... J'ai fait tellement de collabs avec des Manu Dibango, des Tony Allen, et j'en passe, hein, avec Santana. Peut-être que ma mère a eu des idées, ou ma grand-mère, je sais pas, mais j'ai un côté très afro, et... tous les noms que je vais te citer, ils me le disaient d'ailleurs, tu le sens vraiment, quoi. Ouais. Pourquoi mon premier contrat de maison de disque, je signe avec Atlantique. Je me fais prendre à la bonne et qui m'a presque managé Ahmet Ertegun, fondateur d'Atlantique. Ouais. Quelqu'un de très important. Pourquoi il me met sur un label qui s'appelle Cotillon? Il me signe, Love in C Minor, il me met sur un label qui s'appelle Cotillon, il n'y a que des blacks. J'étais gêné. Et le premier qui me prend un peu... qui comprend, c'est Nile Rodgers. C'est pour ça que c'est toujours mon ami. Mais j'étais gêné d'être un Français qui a de Vitry à la batterie. Il y a Jackson 5, il y a Quincy Jones. Enfin, je veux dire, c'est un gros label. Tu te sentais un peu imposteur à ce moment-là? Tu disais, j'ai pas ma place? Imposteur, non, parce que j'ai rien volé. À un moment donné, il faut délivrer. J'ai toujours su délivrer, sinon je serais plus là. Mais c'était impressionnant. Je me sentais pas à la hauteur, quoi. Ouais. J'étais presque injuste. Ouais. Ah ouais, tu le sentais comme ça? Ah ouais, j'étais presque si on te met d'emblée dans une classe. T'es surclassé tout de suite, ouais. Tout de suite, attends. Je sais rien du métier. Ouais, mais t'avais le truc, quoi. Faut croire. Ouais. Et justement, parce qu'on parle de Love in C Minor et le fait d'être signé chez Atlantic, donc aux États-Unis. Parce qu'en fait, là aussi, ce morceau-là, qui est vraiment un morceau extraordinaire. Franchement, j'encourage tout le monde à aller l'écouter. Qui est un morceau évolutif. En fait, il se passe plein de choses en plus dans le morceau. Sur 16 minutes. Oui, tu peux pas faire une boucle. C'est ça la disco. Ouais. C'est pas la pop. C'est pas le répétitif. C'est le développement. C'est d'amener les gens à voyager. D'amener à un moment donné, le mec, même s'il pense à sa vie de merde, s'il a des problèmes,
il a le bras qui bouge, quoi. Ouais. C'est d'arriver à capter ça. Et on est une poignée de mecs, Moroder, Nile Rodgers, moi, on est une poignée de mecs qui composons et produisons pour les discothèques. Parce que toi, t'es DJ aussi. Je suis devenu DJ il y a 12, 13, 14 ans, j'ai plus. Quel plaisir tu trouves là-dedans? Et qu'est-ce que tu joues? Moi, quand on m'a dit de le faire, je sortais d'une tournée, je sortais d'un gros festival à Montreux de jazz Bien sûr. que j'avais fait avec Nile Rodgers. Je me dis, non, ça va. Les mecs, ils vont croire que j'ai pas besoin de ça. Et les mecs, ils vont croire que je viens faire des cachetons en fin de carrière, quoi. Oui. C'est humiliant. Mais alors que t'as pas besoin, oui. J'ai demandé à mon fils, je te dis, qui était DJ aux États-Unis, j'ai demandé à plusieurs potes, gros DJ, comment vous verriez la chose? Les réponses étaient étonnantes. Ils m'ont tous dit, mais attends, c'était légitime, Marc. Tu vas faire quoi? Et moi, je dis, je vais pas passer les titres des autres. Ouais. J'ai l'habitude sur scène de jouer ma musique et je ne joue que ma musique. Tu joues que ta musique, ok. Et mon fils m'a appris, m'a acheté le matos qu'il fallait. Je travaille avec une Ableton, donc qui est remplie, tu connais une Ableton? Oui, bien sûr. Qui est remplie de samples et de choses, ici, de ça, avec des repères de tonalité pour pas que je puisse enchaîner les choses comme il faut, avec des programmes qui peuvent être un titre, 2 titres, 3 titres max, sur lesquels je peux sortir, revenir, mélanger, je fais du dub mix presque. Mais je m'éclate comme un fou, je me suis revisité mon catalogue. Ouais, c'est un autre plaisir que tu as sur scène. Mais quand on voit tout ce que j'ai pu produire depuis les 10 dernières années de collab, là, c'est grâce au DJing. C'est fou. Ouais. Oui, ça t'a ouvert à d'autres collaborations que tu n'aurais peut-être pas forcément eu. Ça m'a amené des trucs. Je peux balancer un solo de guitare de Jim Page, dont j'avais complètement oublié. Oui, c'est fou. Ou des riffs de cuivre très spécifiques qu'a repris Jamie Hicks, tu vois. Ou Purple Disco Machine, qui un jour m'envoie un mot. Pour me dire qu'il a un truc à me proposer. La proposition, c'était de m'acheter un sample d'un titre que le public ne connaît pas, qui s'appelle Révélation, qui est une prod. Et il a pris le pont, mais comment il l'a vachement bien pensé, comme Bob Sinclair avait très bien pensé ce qu'il a fait sur le sérum de Bob Sinclair. Ouais. Et au lieu d'accepter le sample, je lui réponds, je lui dis, écoute, ça va te coûter 50%. Pour le même prix, faisons une collab. En rigolant. Il s'est marré, évidemment. Il m'a dit, ça veut dire quoi? Je lui ai dit, ça veut dire que j'ai tous les stems. Ça veut dire que je vais monter comme tu as monté, avec mes stems. Je vais refaire les drums, peut-être une basse, et je te propose. Et on s'envoie les stems. Après, tu veux pas... mais ça a super fonctionné. Donc, on a fait une collab. C'est devenu une collab. Et c'est... je peux dire que c'est tous les samples, quelque part, de ne pas avoir été rat. Oui. C'est à moi. Ouais, c'est vrai. D'avoir laissé faire. Ils m'ont associé à beaucoup de sonorités qui venaient, décade par décade. Et je dirais aujourd'hui, moi, pour beaucoup, c'est grâce à eux, si je suis toujours là. Oui. Ils ont évité de me faire vieillir mon son. J'ai l'impression que tu as toujours eu ce truc d'ouverture. Par exemple, quand tu as des nouveaux genres qui arrivent dans les années 80, comme le hip-hop, comme la musique électronique, la techno, etc., il y a des gens, j'imagine, qui auraient pu être protecteurs, se dire, c'est quoi cette merde? Ça existe, tu sais, c'est pas de la musique, c'est avec des machines, etc. C'est un discours qu'on a pu entendre à l'époque. J'ai l'impression que toi, tu as été beaucoup plus bienveillant vis-à-vis de ces nouveaux genres, en fait. Puis d'aller prendre le train. D'y aller, ouais, voilà, exactement. T'y allais, en fait. T'es pas resté dans ton camp en disant... en regardant passer le train, bien sûr. Ouais. Justement... c'est ça que j'aime dans ce métier. J'ai pas le fonctionnement de mettre en studio pour allez, faut que je fasse un tube, faut que je sorte un album. D'ailleurs, tes morceaux, ils font 16 minutes, c'est pas des tubes à la base. Alors, pour beaucoup d'artistes, ils font des albums, des nouveautés, parce qu'ils ont envie de faire une tournée, il faut faire de la lumière, il faut vendre du billet. Moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé un peu à l'envers. C'est toujours la scène qui m'a tenu. J'ai toujours fait des contenus pour la scène, qui sont devenus ensuite des titres, et après des albums. C'est pas l'inverse. Et encore aujourd'hui, alors quand je parle de ça avec des DJ, ils me disent bah oui, nous aussi on fait des contenus. Aujourd'hui, c'est le terme, il est très utilisé quand on fait des contenus pour les réseaux sociaux. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est des trucs. Moi, encore aujourd'hui, je me fais des fois pour enchaîner 2 titres. Et j'ai appuyé en fait. Oh putain, mais c'est pas mal.
Et donc, évidemment, la semaine d'après, je vais le travailler, je vais le réécouter. Du coup, le samedi ou mon prochain concert, je vais encore en jouer. Finir une carrière, parce que j'ai les pieds au sol, les années passent. Et là, j'arrive, même si j'ai la chance de tenir 7, 8, 10 ans, c'est demain, quoi. Ouais, mais t'as encore des nouveaux projets. Mais m'éclater musicalement comme je m'éclate encore aujourd'hui, entouré de toutes les collabs que j'ai en plus aujourd'hui, qui vont sortir cette année. Merci d'avoir fait un quai de gare. J'ai l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, que tu as globalement été peut-être un peu plus célébré. Et tu m'arrêtes si je me trompe, hein, aux États-Unis par exemple, qu'en France. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, dans le monde entier. Dans le monde entier, exactement. Et encore comment t'expliques un peu à l'étranger, j'ai un son comme... on parlait de Santana, sans aucune prétention ni modestie, ni quoi que ce soit. J'ai un musicien qui a un son, quoi, avec une couleur musicale qui est la mienne. Oui. Et quand on me sample pas un bout de mélodie, on me sample cet univers. Donc là-dessus, j'ai plus rien à prouver, c'est bien oui. Comment t'expliques qu'en France, ce soit un peu différent? On m'a mis un calico sur la tête, un peu un chapeau sur la tête, disco. Et en France, l'image disco, je me marre avec l'expo qu'il y a là en ce moment, venant de la France. Oui. Donc ça veut dire que la France ailleurs reconnaît que le disco est un style, c'est pas une mode. Ouais. Donc je bois du petit lait, comme on dit. Et c'était assez... Je trouvais ça presque péjoratif. C'est-à-dire que les majors ont un peu partout dans le monde, ils ont pris leurs artistes locaux, et leurs titres pop qu'ils ont fait arranger à la sauce disco. Ouais. Et c'est assez resté, ça, dans les mémoires. Est-ce que tu te prends encore des claques? Ou est-ce que tu as l'impression que finalement, c'est plus compliqué aujourd'hui de toi, je parle de toi, t'impressionner. Est-ce que tu es encore impressionné par des gens ou c'est un peu plus compliqué? Pas parce que c'est moins bien. Heureusement pour moi. Non, mais ça pourrait. Ça va dans tous les genres. Hein. Ouais, ok. Ça va. Là, en ce moment, par contre, le dernier The Weeknd que j'avais largué depuis un an et demi, là, le dernier avec Justice, t'écoutes bien. Ouais, c'est bien. C'est bravo. Okay. Bravo. Ouais. Donc tu te prends encore, t'as encore des moments comme ça. Ouais. Ok. Mais j'en ai plein, dans plein de domaines. Ouais, heureusement. Je suis pas blasé, surtout pas nostalgique. On parlait un peu de les premiers projets, ils arrivent dans les années 70, qui est une décennie, quand on l'a pas connue, qui peut un peu faire rêver. Moi, aussi bien quand t'aimes l'art, quoi. Ça tout fait rêver. Je suis très heureux de l'avoir vécu. J'imagine. Moi, je suis né en 86, mais il y a beaucoup de fantasmes sur ça, sur la vie, mais sur le cinéma, par exemple, qui me semble incroyable à ce moment-là, la musique. Je sens qu'il y avait vraiment une forme d'ébullition assez folle. Qu'est-ce qu'a changé sur le plan artistique depuis pour toi? Est-ce que tu as l'impression que les gens sont... Il y avait vraiment une forme de liberté à l'époque qui est difficile à retrouver. Est-ce que tu penses que on n'a pas, c'est similaire, ou est-ce qu'il y avait vraiment un peu un élan artistique qui est propre à l'époque? J'aurais qu'un jugement que j'ai ressenti, heureusement, à ce moment-là, je produisais des gros événements. Oui, donc ça c'est à partir des années 80-90, fin des années 80. 6-7. Ouais. Ça a été une année une période, une décade, j'entends. Pas une année, une décade. Ouais. Trop l'argent, trop le blé, trop le hit, trop le ci. Les années 80, ça. Et beaucoup moins les années 70, la spontanéité, l'audace. Regarde tous les groupes qui c'est n'importe quoi, ouais. Que ça soit dans la mode, que ça soit dans les fringues, les Good, les Gaultier, les Warhol, les Batia, dans tout ce qui est monde de culture. Mm-hmm. Mais chacun, si tu les prends par un, c'est l'audace, c'est la nouveauté, c'est pas la ressemblance, c'est pas la copie. Les années 80, de toute façon, dans le monde, que ce soit artistique, que ce soit à plein de niveaux, les années 80... T'as pas de nostalgie, toi, avec les années 80? Ouais. Non. Je n'ai pas de nostalgie pour autant des années 70. Oui, non, en tout cas, elles sont belles. C'est ça que je veux dire. Mais je trouve que les années 90 ont commencé à se chercher. Il y a des choses qui sont arrivées. Internet est arrivé. Il s'est passé... Oui. Et puis là, on déboule dans une période... il faut courir pour être à la hauteur. Moi, je suis très stimulé par la période. Il y a une scène qui a émergé un peu dans les années, on va dire 90, c'est la French Touch, qui aussi a samplé dans ta musique. C'est quand même une scène qui s'est un peu réclamée de toi, sans forcément... Il y a un moment donné, pour construire un building, il faut bien qu'il y ait une première pierre, un premier sous-sol. Ouais. Oui, je me revendique, moi, si j'ai amené quelque chose, c'est cette rythmique.
C'est pas simplement le pied, c'est ce que ce pied déclenche. Donc les basses, elles sont pensées maintenant très... ouais, je me contenterai de cela, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Est-ce que J'aurais tu peux... pas pu faire mieux pour mettre la batterie en avant, en valeur. C'est clair, ouais. T'as cité à 2-3 reprises Nile Rodgers dans cette discussion. Comment vous devenez aussi proches? Parce que Atlantique. Mais dès le début, en fait, parce que tu dis que t'es un jeune blanc. Il a adoré Love in C minor, il a adoré Paradise, et super à dire. Et là, il m'a dit, là, c'est ouf. Et on s'était donné rendez-vous au 54, il pouvait pas rentrer. D'ailleurs, il a composé. Il s'est fait recaler le 54. Bien sûr, il pouvait pas rentrer. Pourquoi? Je sais pas. C'était un lieu. Dur, ouais, ce que tu disais. Ouais, c'est deux mecs qui ont monté ça, deux mecs de ouf. Et ouais, c'était particulier. Ça a été des bonnes pierres pour faire de la disco, parce que je te répète, la disco, hormis le pied, c'est pas que ça. C'est quoi? C'est de la mise en scène, je crois. C'est un peu comme... Ouais. Oui, il y a un truc cinématographique dans cette musique, en fait. Tout à fait. Ouais. Si tu veux, si j'avais pas eu l'idée de mettre des cordes à la Barry White, est-ce qu'il y aurait eu autant de cordes dans la suite? Je sais rien. Ouais. Je sais pas, mais c'est pas mon problème. Comment, quand il y a le mouvement un peu disco suck, etc., et qu'on se dit, bon, la disco, c'est fini, comment tu le vis, toi? Ah, moi, ni moi, ni Nile Rodgers, ni Moroder, on n'a pas été touchés. Ok. Je dirais presque au contraire. On était la différence. Au contraire. Bah, ça aurait pu vous faire... C'est pour ça peut-être aussi que Michael Jackson m'appelle pour produire sa petite sœur. Oui, la Toya. Ça a été une belle période riche. Il était en train de faire Bad. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait un album avec Toto. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui connaissent Toto. Je vous conseille de découvrir. Absolument. Moi, tout mon 5e album, il est fait avec Toto, à part le batteur. J'ai eu plein de trucs. J'étais plutôt respecté, justement, de la différence. C'est pas parce que des titres pop où il y a des guitares qui distortent que c'est du rock, ça va tromper personne. Mais les mecs ils se disent je fais du rock, mais non, c'est un esprit. Et évidemment, ceux qui comprennent pas, c'est parce que voilà, je ne développe pas. Comment ça se passe quand Michael Jackson t'appelle, justement? Il me demande de rencontrer sa petite sœur. Ouais. Donc on s'était croisés quelques fois. Tu la connaissais? Chez Atlantique. En 78, il vendait sa Rolls noire. Je lui ai racheté sa bagnole. C'est incroyable. T'as racheté la Rolls Royce de Michael Jackson? Ouais, mais il sortait son premier album. Ok. Et alors, tout artiste. Non, mais c'est juste que pour nous, à un moment donné, ils vont sa bagnole d'occasion. Bah bien sûr, mais c'est juste que c'est Michael Jackson, quoi. Et moi, à l'époque, j'étais pas plus haut que lui, mais j'étais en plein super nature, tu vois. Ouais. Je ne craignais pas de. Enfin bref, je lui ai acheté sa bagnole, donc ça crée des petites rigolades. Et on est dans la même maison de disques. Donc on parle avec des gens qui, tu vois, s'il faut s'envoyer des messages. Et un jour, à travers une copine en commun, il demande si je peux rencontrer sa petite sœur. Donc je dis oui, qu'elle vienne me voir à la maison, j'habite Los Angeles. Il m'envoie sa petite sœur avec sa maman. Et je vois la télé, putain, c'est Michael. Incroyable. Ouais. Mais c'est un clone, en plus petit. Bien plus petit, un porte-clés presque. Et il rentre, machin, on discute, s'il y a ça, je laisse la maman avec ma femme de l'époque, et j'ai toujours eu un studio chez moi. Ça, c'est ça le prestige, pas le prestige, le luxe, le plus. Ouais. C'est d'avoir ton ingénieur à demeure et ton studio à demeure. Ouais. Voilà. Et après, tu bosses quand tu as envie. Et ça te booste à être sur le quai de la gare, parce qu'à un moment donné, il faut lui donner du boulot, quoi. Donc, tu es bien obligé d'en trouver. Et je dis à la télé, viens, on va dans mon studio, dans mon studio. Je lui fais écouter, à l'époque, on était dans les cassettes, Elle kiffe sur un titre ou deux, elle dit, est-ce que je peux, tu me fais une cassette? Je voudrais le faire écouter à Michael ce soir. Je dis, bien sûr. Elle lui fait écouter. Le lendemain matin, elle m'appelle, elle me fait, écoute, il voudrait te rencontrer, est-ce que tu peux venir à la maison pour prendre le petit déjeuner demain? Bah oui, je viens. Je suis allé, puis après, c'est parti. Ok. Incroyable. Mais après, il a voulu que ça soit dans son studio, il voulait tout contrôler, il gérait tout. Et moi, j'étais ravi, c'était vraiment cool comme relation. Ouais, facile. Ça s'est fait facilement, en fait. Tu vois, on n'en a même pas parlé parce qu'il y a tellement de choses à aborder, mais effectivement, il y a un petit morceau dans ta carrière qui s'appelle Supernature. Petit truc.
tu vois, qui a évidemment été un succès gigantesque et qui est encore un succès en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, tu vois, c'est une mélodie que les gens... Je dois dire, les JO l'ont bien réveillé. Oui, alors, effectivement, il y a eu ça, on en a même pas parlé, mais il y a aussi eu les JO. Mais tu vois, ce morceau, il arrive sur ton 3e album solo, si je ne dis pas de bêtises, Supernature. C'est mon 3e album solo. 3e album solo. Tu vois, tu passes le premier qui est un carton, le 2e, le 3e, alors là, Supernature, c'est n'importe quoi. Comment toi, en tant qu'artiste, tu te dis, comment tu vis ce succès-là, en fait, où t'es un peu... C'est une période dorée, quoi, pour toi, où tu as l'impression que je pense que tout te réussit, aussi bien artistiquement que commercialement. Et est-ce que ça peut être un fardeau ou une crainte pour la suite de se dire, est-ce que je vais encore être à cette hauteur-là? Parce qu'en fait, là, tu enchaînes 3 albums d'un coup qui sont en fait des succès. Comment tu te vis, toi, pour la suite? Est-ce que ça Je me pose pas la question. Je me pose pas la question. Je me pose pas la question. Déjà, ce que je vis, moi qui faisais un album pour arrêter, tranquille... c'est du bonus en fait. J'ai jamais eu peur du lendemain. Ouais. J'ai jamais été fait, quoi. Je veux dire. Et en plus, le fait de vivre pendant que je faisais la teuillard, heureusement, j'avais des bonnes relations. J'ai connu le père, les frères. J'étais un petit peu dans la courette. Et là, je me prends un gros divorce américain. Mais comme on voit dans les films, tu vois, sauf que je suis acteur principal. Ouais. Et ça, c'est violent. Et c'est ma chance aussi. C'est là où je rencontre plein de gens qui m'entourent, qui me protègent un peu. Et évidemment, tous les autres, j'ai tout viré parce que c'était la coque, c'était la connerie. Ouais. C'était Et là, la première chose que tu dois faire, tu coupes l'entourage, sinon t'en sors pas, c'est pas vrai. Ouais. Et cet entourage, c'est bouddhiste. Donc, ils m'ont un peu amené là-dedans. Okay. Et ça m'a fait un bien fou, je dirais presque, ça m'a sauvé la vie presque. Le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est une philosophie qui est très... il faut vraiment le comprendre, c'est tellement important à cause à effet. Et c'est là que les excès que tu avais dans ta vie avant, tu les... ça a coupé court. Ah ouais. Net. Okay. Net. Et t'arrives, c'est aussi... J'ai réussi parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Sinon, je sentais que j'allais perdre mon entourage. Vraiment, qui me faisait du bien. Et pas par rapport à de l'artificiel. Et puis tu découvres très très vite tout ce qui t'entoure. Explosion, un divorce, je veux dire, c'est la commedia dell'arte. Ouais. Et là, un an, il se passe un an difficile, d'arrêter déjà, de changer de vie, changer d'environnement, changer d'amis, tout refaire. Des procès à l'américaine où on va même te prendre ce que tu es susceptible de peut-être gagner puis demain. Ouais. Tu vois et c'est là où les choses se passent. Jacques Lang m'envoie un courrier. Apprends ça. Il est très... le ministre de la Culture d'Europe, il est très... on a vu, fantastique talent, tout ce qu'il a fait. Et là, il m'envoie un courrier en me demandant de prendre contact avec son cabinet à l'heure de mon prochain passage à Paris. Je le fais. Je prends contact. Je le rencontre. Et il me dit, c'était le grand moment où il faisait plein d'événements dans Paris, très grandiloquents, géants. Et je lui propose de prendre le Trocadéro et de faire un opéra rock avec Earth, Wind and Fire, Yes, la chorale de l'Opéra de Paris, tu sais, tout mélangé, comme j'ai toujours aimé faire. Je le fais, il me donne l'autorisation. Bref, je produis mon premier gros événement. Événement comme ça part de là. Carton. Ouais. Évidemment, la semaine d'après, il me dit, tu dois proposer à Mitterrand, et je vais t'introduire, tu dois proposer un projet. C'est pas dire que c'est toi qui vas le faire. Tu dois proposer un projet. Ouais. Je propose le bicentenaire et je fais le bicentenaire. Ouais. Le bicentenaire fait un carton. Les Japonais le volent, adapté pour le lancement l'année d'après du premier satellite HD. Bah, je vais partir vivre au Japon. Et après, c'est parti à Broadway. Puis après, c'est parti, quoi. Oui. Et là, tu as une nouvelle carrière presque qui se... Pendant que ça a duré 10 ans. Ouais. Et comment, en 2024, il y a effectivement Supernature qui connaît une autre vie au moment des Jeux Olympiques. Comment ça se passe, ce moment-là? Comment tu te retrouves à performer pour les JO? C'est la ville de Nice qui m'avait proposé de faire un concert symphonique en me donnant l'orchestre symphonique de Cannes. Ok. Encore une opportunité, hein, c'est toujours... voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est toute ta vie, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui. Et je dis oui parce que mon catalogue, il est déjà
orchestré comme tel. Donc c'est pas un truc, je vais passer mon catalogue dans le symphonique. Non, oui, c'est naturel. Ils me regardent, non, le matos, il est là. Ouais. Et ils me disent d'ailleurs qu'ils ont fait et alors là, ça me booste, ils ont fait, j'écoute d'ailleurs, c'est magnifique, ils ont fait le catalogue de Prince, de David Bowie, Prince et Gainsbourg. Gainsbourg, ouais. Pas mal. Donc je dis oui, je suis en grosse tournée comme tout le temps. Et arrive, ça c'était le 3 novembre 2023, arrive septembre, fin de tournée d'été, même si j'ai encore 2-3 dates en septembre et octobre, mais là il faut se concentrer. Je t'ai raconté tout à l'heure le fait que Randy Kerber vient à Paris, le hasard fait qu'il vient à Paris, donc je l'engage et en lui disant, tu respectes tous les arrangements, t'as pas d'espace. Bref. On avance et à un moment donné, je me trouve devant un fait accompli super nature. Complètement électro, comment je fais? Je me suis essayé, je me suis lâché. Un peu des Hans Zimmer, un peu de machin, sans aucune prétention, c'est ça. Puis je fais écouter à Randy. Je lui dis, écoute, si t'as besoin, des fois, si je me suis allé trop loin ou quoi que ce soit, il me dit, surtout pas, on ne touche à rien, c'est nickel. Bravo. Oh, moi, je suis tout content, on avance. 10 jours avant, Victor Lemaine demande de me rencontrer. Je l'invite à venir me voir au studio. Il m'informe qu'ils vont prendre Give Me Love dans le tout. Super. Il me demande qu'est-ce que je suis en train de faire. Je lui raconte au symphonique. Il me dit super. Tout de suite, lui, il me fait « Et super nature, comment tu fais ?» Je lui raconte. Il me fait « écouter, je peux écouter ?» Ah, allez, je fais écouter. Et là, il me fait « Putain, j'ai une putain d'idée, je peux pas t'expliquer, mais j'ai une putain d'idée. Tu peux me faire une copie ?» Il part avec, moi je reviens, je retourne d'emblée à mon concert qui arrive dans les 10-15 jours. 3 semaines après, il me rappelle, il me fait « On se fait un dîner, j'ai un truc important à te dire. » Et là, il me dit, et j'ai soumis d'autres trucs pour la finale, qui est le pic des JO. Et à l'unanimité, tout le monde a choisi Super Nature. Je fais « Waouh !» Le train passe. Ouais. Et je monte. Là, au moment où on parle, l'album est déjà sorti, Disco Symphonie. Est-ce que c'est tout ça qui t'a amené justement à cet album-là? Le concert que j'ai fait à Nice a eu un sacré succès. Ouais. C'est de là qu'est arrivée la date au Philharmonie. Oui, oui. Et c'est de là l'enthousiasme de Victor Lemaine, que je remercie, jamais assez. Ouais. Il y avait une demande, quoi, à ma maison de disque aussi, Because me disait « Ah, putain !» Et donc, j'ai reproduit. Et ça semblait, pour eux et pour, on dirait, tout le monde, parce que ça fonctionne vachement bien, un peu une évidence. Mais si tu écoutes l'album original, Love in C Minor, et le dernier, alors évidemment, il s'est passé 50 ans, 48 ans. Les sonorités ne sont pas les mêmes. Je ne me souviens plus comment l'organisation des cordes de l'époque, s'il y avait ce qu'on appelle les 12, 4-4, ou si Andy l'a harmonisé différemment, je ne sais pas, mais la demande, elle a été là, quoi. Et je suis quand je l'écoute, oui, je suis assez content. Ouais. Dernière question, et après vraiment je te libère parce que tu as autre chose après. Si tu avais pu faire la BO d'un film, n'importe lequel, ce serait lequel? On citait Blade Runner tout à l'heure, je sais pas, est-ce qu'il y a un film Apocalypse Now. Ah, ok. Pourquoi? Parce que c'est le film ultime. Parce que c'est exactement ce que j'appelle, que ce soit de la musique ou un film, beaucoup dans la musique classique, auquel j'ai pas grande connaissance, mais en tout cas à l'écoute, je peux au bout de 2-3 minutes partir, être absorbé. Et ce film m'a absorbé. En tout cas, ce type de film, ça absorbe, ouais. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Pareillement. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.